Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, depuis 30 ans, la revue Dada explore l'art pour les jeunes lecteurs et pas seulement. On va souffler les bougies avec son rédacteur en chef Antoine Ullmann. Il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est évidemment ce 11 novembre, célébration de l'armistice de 1918 qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un incontournable des programmes d'histoire. Emma ne pouvait pas le manquer. À l'heure de la récré, toujours avec Emma, elle va vous présenter Cher Moi. C'est un recueil épistolaire un peu particulier, vous le verrez. Et puis enfin, comme tous les vendredis, lecture encore avec Célie et sa librairie. Devinez quoi, elle aussi est fan de la revue Dada et des livres d'art pour les enfants. Elle vous en proposera une sélection. La quotidienne de School Télé, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Un anniversaire donc aujourd'hui dans la quotidienne, celui d'une formidable revue. Elle s'intitule Dada. Elle a été créée il y a 30 ans. Elle est consacrée à l'art. Elle est officiellement destinée aux enfants, mais on peut en fait la lire avec bonheur à tout âge. Dernier numéro paru, le 267, sur le thème de la nature morte ou des natures mortes, en écho à l'exposition Les Choses qui se tient actuellement au musée du Louvre. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir le rédacteur en chef et directeur général, Antoine Ullmann. Vous êtes également patron de galerie, vous faites plein de choses, mais c'est une petite équipe, on fait tout, c'est ça. Bonjour Antoine. Exactement ça, bonjour. On est ravis de vous accueillir pour parler de Dada, qui est une super revue. Je voudrais qu'on revienne sur la conviction fondatrice, parce qu'en fait, on a vu d'ailleurs à l'écran une mosaïque de couverture de Dada. La conviction de départ, elle n'a jamais changé, c'est la rencontre avec les œuvres. Tout à fait. Alors, il y a pu avoir des variations, des nouvelles formules. Voilà, ouais. Rédaction en chef, mais nous, notre parti pris depuis 14 ans qu'on est indépendant, c'est de faire rencontrer les gens et les œuvres. Pourquoi ? Parce que très généralement, l'art peut faire peur. Beaucoup de gens pensent que c'est pas pour eux, ils n'osent pas aller au musée, ils ont peur de rien comprendre. Et ils ont peur de tout ça parce que souvent, on enveloppe l'art dans tout un tas de concepts, de discours dans lesquels on peut s'y perdre. Et vous dites, il y a une chose qui est commune, qui est universelle, c'est notre capacité à observer. Et peu importe qu'on ait ou pas tout le background historique, artistique pour le faire, on peut déjà commencer par regarder. C'est le point de départ, c'est voir avant de savoir. Et donc, regarder, mettre des mots sur ce qu'on on voit déjà un peu mieux, on va voir des détails qu'on n'avait pas vus, on va commencer à ressentir des choses, on va commencer à penser des choses face à ces œuvres. Et puis à partir de là, il est toujours temps de se renseigner, de remettre dans le contexte, de mettre en lien avec d'autres artistes ou dans l'évolution de la carrière de l'artiste. Mais faire confiance à son regard, choisir une œuvre dans une salle d'un musée plutôt que de passer 10 secondes devant chacune, mais en choisir une et y passer un peu de temps, là il y a une émotion qui peut naître, il y a des idées qui peuvent se germer. Et ça c'est le point de départ pour que ça ne fasse pas peur et que ça devienne un plaisir surtout. C'est ça qu'on essaye de transmettre. On précise que vous parlez de toutes les formes d'art, beaucoup de peinture évidemment, mais il y a de la sculpture, de la photo, du... C'est notre deuxième cheval de bataille, je dirais. Beaucoup de collections Votre Dada. À l'art. C'est notre Dada, merci. Oui, ça va. J'étais sûre que vous alliez le faire. Il fallait trouver le moment de la placer. Mais oui, beaucoup de collections parlent avant toute peinture, un peu de sculpture. Nous, on essaye de parler de toutes les formes d'art visuel. Donc aussi de photographie, de cinéma d'animation, de design. Ça se retrouve d'ailleurs dans vos choix, parce qu'on a le street art en majesté avec ce numéro spécial passionnant d'ailleurs sur Banksy. Voilà, Picabia qui n'a pas fait que de la peinture, loin s'en faut si je me souviens bien. Il y avait Frida Kahlo et les Morales aussi, et l'art mural, voilà. Tout à fait. Et puis Rosa Bonheur, tiens, je vous l'offre, Rosa Bonheur, vous nous en avez parlé il n'y a pas longtemps. Mais oui, il y a une expo là. Je joue sur Dada, c'est votre Dada. Dada, ça fait référence à quoi ? Évidemment au mouvement. Les deux fondateurs de la revue, au début des années 90, ont choisi ce nom parce qu'il évoque à la fois le monde de l'art, référence au dadaïsme, et le monde de l'enfance. C'est mon dada, c'est ma passion. Donc il y a bien la double référence quand même. Il y a la double référence. Il y a à la fois l'anticonformisme, c'est très bon. Dada, c'est l'anticonformisme, le dadaïsme. Et c'est le fait de désacraliser le monde de l'art, de l'aborder d'une manière un petit peu décalée. C'est ce qu'on essaye de faire encore aujourd'hui, quel que soit le sujet qu'on aborde, de le faire de manière un petit peu décalée, pas prise de tête pour rendre ça vraiment accessible à tous. Avec pas mal d'art contemporain quand même. Je vous cite Stanislas Nordet, c'est pas un peintre, c'est un metteur en scène de théâtre. Mais lui dit l'art contemporain est une clé majeure pour créer de l'adhésion chez les jeunes. Et alors lui dit il y a des textes de rap ou de chansons françaises qui sont aussi formateurs que les Noces de Figaro par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose d'une œuvre de Banksy ou de ce qui se fait aujourd'hui ? Complètement, parce que c'est l'art dans lequel on est immergé, c'est de l'art qui parle de notre monde d'aujourd'hui, bien souvent. Et donc ça crée un écho encore plus immédiat, je dirais, que toutes ces peintures classiques, extrêmement intéressantes à plein d'égards, que les enfants, les jeunes ont l'habitude de voir dans leurs livres d'histoire. Là, il y a peut-être une prise directe, beaucoup plus directe. Et d'ailleurs, quand on regarde les ventes de nos numéros, ce sont les numéros d'art moderne et contemporain qui vendent le plus. Le mieux.
Toujours la même chose dans Dada, enfin toujours la même chose dans Dada, la même structure. Hein. Non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je veux dire, il y a toujours un grand dossier thématique. Il y a l'ABC d'art, c'est quoi l'ABC d'art? l'ABC d'art, c'est une rubrique qu'on adore, qui est faite par Éloi Rousseau, un auteur avec qui on collabore depuis près d'une vingtaine d'années. C'est généralement assez marrant. C'est de base un glossaire, donc on adore un glossaire, c'est des définitions, c'est un peu ennuyeux, mais il arrive à y glisser toujours plein de petites anecdotes, qui fait que ce glossaire en fait se lit comme un article à part entière. Ça donne des infos, mais c'est extrêmement vivant aussi. Les actualités, ça en devine. Des illustrations aussi que vous commandez? Un artiste, donc contemporain, illustrateur ou illustratrice, qui est invité chaque mois à nous donner son regard en images sur le sujet. Et on crée ainsi un dialogue entre des créateurs d'aujourd'hui, que sont ces illustrateurs et ces illustratrices, et les artistes de l'histoire de l'art dont on est amené à parler. Et des ateliers sur papier pour expérimenter l'univers des artistes à travers différentes techniques. Ça vous proposez donc du do it yourself. Mais vous faites des vrais ateliers aussi, je crois, Dada. Tout à fait. Plein. En fait, c'est dans l'ADN de Dada depuis le début de mêler histoire de l'art et pratique de l'art. Ce sont deux sujets a priori différents qui peuvent se nourrir, qui peuvent s'enrichir. Dire qu'on peut s'intéresser à la vie des artistes, mais aussi avoir envie d'expérimenter soi-même. Alors, pas essayer de faire comme. L'idée, c'est pas faire à la manière de Van Gogh, voilà, c'est plus d'éveiller la créativité que chacun peut avoir en lui-même, en s'inspirant d'une thématique ou d'une part d'approche de tel ou tel artiste qu'on est amené à aborder dans ces ateliers. On les anime aussi depuis maintenant une dizaine d'années dans tout un tas de cadres, dans des écoles, en périscolaire, dans des médiathèques, dans des librairies. On fait plus de 400 ateliers par an aujourd'hui. C'est juste une activité énorme. Ouvrir les portes de l'art sous toutes ses formes, de la peinture à la sculpture, aux arts visuels plus récents comme la photographie, le cinéma, la mode, le street art. C'était, je le cite, l'objectif d'Éliane Bernard et de Christian Alexandre Faure, créateurs de la revue Dada et historien d'art. On était en 92, on célèbre donc cette année les 30 ans avec Antoine Ullmann. Il est rédacteur en chef de Dada, qu'on retrouve, Antoine, après l'Anti-Sèche et Maguessel. Anti-Sèche, logique. En ce 11 novembre, armistice de 1918 qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un incontournable des programmes d'histoire. Tout à fait. Première guerre mondiale qui dure donc de 1914 à 1918 et qui oppose au début la triple alliance, Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, et la triple entente, France, Russie, Royaume-Uni. 4 ans de conflit très meurtrier qui va devenir mondial, une guerre totale et plus de 18 millions de morts. Et la triple entente qui gagne cette guerre, triple entente dont faisait donc partie la France, ça a pris du temps. Et oui, la fin de la guerre se fait en plusieurs étapes. La première, très importante, c'est le retrait de la Russie du conflit. On est en 1917 et la Russie va connaître 2 révolutions. Celle de février d'abord, qui provoque l'abdication du tsar Nicolas II. La Russie décide de continuer la guerre, mais très vite, l'agitation révolutionnaire l'emporte. Il y aura une deuxième révolution, la plus connue, celle d'octobre 1917. Révolution qui amène Lénine et les bolcheviks au pouvoir. Lénine va donc décider de retirer la Russie du conflit. Il signera un accord de paix avec l'Allemagne. Ce sont les traités de Brest-Litovsk le 5 mai 1918. Et dans les autres étapes décisives pour la victoire de la France et de ses alliés, il y a l'entrée en guerre des États-Unis. Et oui, 1 an avant que la Russie ne se retire du conflit, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Leur entrée dans cette guerre sera décisive, déjà économiquement, et puis aussi en termes d'effectifs. 4 millions d'hommes en plus du côté de la France et de ses alliés, dont 2 millions qui traversent l'Atlantique pour venir combattre. Mais les Allemands résistent. Et oui, ils lancent une dernière offensive au printemps 1918. Les Allemands se retrouvent à quelques dizaines de kilomètres de Paris, mais la France peut compter sur le général Foch, qui vient d'être nommé général en chef des armées alliées. Et en juillet, les Allemands sont enfin repoussés. Et donc il est temps de négocier la paix avec les Français et les Anglais. Ça va se faire en novembre. Tout à fait, le 7 et le 9, le roi Guillaume II d'Allemagne abdique. Ce sera alors la mise en place de la République de Weimar. Et le 11 novembre, l'armistice sera enfin signé à Rétonde, commune française située dans l'Oise. L'armistice sera signé dans le wagon-restaurant d'un train, ce qui aura ça va laisser quelques traces, oui. Tout à fait, puisque Hitler fera signer l'armistice au maréchal Pétain le 22 juin 1940, exactement dans le même wagon-restaurant, dans la même forêt de Rétonde, comme une vengeance. Et oui, parce que les Allemands, et pas seulement d'ailleurs, il y a d'autres pays, la Hongrie notamment, se sont sentis totalement humiliés à la sortie du conflit. Tout à fait. Au-delà du cessez-le-feu du 11 novembre, ce qui marque vraiment la fin de la guerre, c'est le traité de Versailles qui sera signé le 26 juin 1919. Ce traité organise une nouvelle carte de l'Europe et un nouvel ordre mondial. L'Allemagne perd 15% de son territoire, elle doit payer une très grosse somme d'argent en guise de réparation aux pays de l'entente et surtout elle est démilitarisée. L'Allemagne, alors je crois que
j'ai reçu déjà une dit, partie de son voilà, territoire, mais ça, on l'a dit. exactement. Et ses forces militaires sont vraiment très très limitées surtout. Tout à fait, et c'est d'ailleurs en fait en partie à cause de cette humiliation que voilà, par l'Allemagne qui amènera en fait la tenue de la Seconde Guerre mondiale ensuite. Merci beaucoup. Et on peut regarder pour réviser des séries télé comme Babylone Berlin ou comme Peaky Blinders en toute tranquillité d'esprit. C'est ce que nous disait Michael Bertrand. Il est prof d'histoire. C'est un prof d'histoire sur School TV, on les écoute. Et il a publié un ouvrage passionnant. On l'a accueilli la semaine dernière pour nous parler de tout ça. Et il raconte la suite de la Première Guerre mondiale. Et on peut lire Dada. Et notamment le numéro sur Picabia, ça tombe bien, je l'ai entre les mains, mais le dadaïsme, tout ça, on est en plein dans ces années-là. Complètement, juste avant la Première Guerre mondiale, et il y a une envie de la part des artistes, là aussi, de tout mettre à plat, enfin juste avant et après d'ailleurs, de tout remettre à plat et de faire exploser cette société qui a conduit à ce conflit. Monstrueux. Antoine Ullmann, qu'on retrouve dans quelques secondes, et Emma Gessel, qu'on retrouve dans quelques minutes pour la récré, Grand Oral. Dada, 30 ans, superbe revue d'art pour les petits et les grands. On célèbre son anniversaire aujourd'hui avec Antoine Ullmann, 1992-2022. Beaucoup de choses ont changé dans l'initiation à l'art à l'école. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, l'histoire de l'art n'est toujours pas une discipline véritablement enseignée, au sens où elle n'a pas d'enseignement dédié, mais il y a des programmes. Elle est quand même arrivée au brevet. En 2008, il y a eu un grand espoir, je dirais, pour tous les gens qui se consacrent à initier les plus jeunes à l'art, avec des vrais programmes qui sont mis en place pour le primaire, au niveau du collège aussi, mais sans heures d'enseignement. C'est-à-dire que c'est aux équipes pédagogiques dans chaque établissement de s'entendre pour prendre en charge ces enseignements-là. Et une épreuve d'oral au collège qui a été, au niveau du brevet, obligatoire un certain temps, qui est aujourd'hui optionnel. Donc comme voilà. Tout ce qui est optionnel à l'école. C'est pas la plus choisie. Voilà. Ils ont, je crois, le choix entre ça ou une espèce de grand oral, justement. Voilà, donc on est dans une situation un petit peu paradoxale où il y a officiellement des enseignements prévus, il n'y a pas forcément tous les moyens qui sont mis, il n'y a pas d'agrégation, il n'y a pas de CAPES d'histoire de l'art aujourd'hui. Il y a des options un peu lourdes au lycée, qui est le seul moment où, pour ceux qui choisiraient cette option, la possibilité de vraiment faire de l'histoire de l'art avant les études supérieures. Option, vous me corrigez si je me trompe, mais assez peu présente sur le territoire. Il faut avoir du bol pour pouvoir l'apprendre, en fait. Voilà. Et par ailleurs, pas extraordinairement choisi, parce que les passerelles avec le supérieur ne sont pas tout à fait garanties. Il y a des grands oubliés aussi, comme le lycée professionnel. Là, pour le coup, histoire de l'art, ils n'en ont pas beaucoup. À ma connaissance, non, en effet, c'est vraiment un choix, puisque par exemple en Italie, c'est absolument pas le cas. L'histoire de l'art est une discipline enseignée comme l'histoire-géographie ou d'autres disciplines. Donc c'est des questions de choix. Et il y a un clivage qu'on ne retrouve pas d'ailleurs chez certains artistes auxquels vous avez consacré. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Dada, soit c'est un artiste, donc là je montrais Picabia, Frida Kahlo, etc. Soit c'est une thématique, donc les natures mortes, c'est une thématique qui traverse l'histoire depuis l'Antiquité, depuis Herculanum. J'ai l'air de savoir, mais c'est parce que je suis allé voir l'expo sur les choses au musée du Louvre, donc j'ai les images en tête. Et j'ai évidemment lu Dada pour réviser. Et puis il y a des thématiques, vous faites pas ça sur des mouvements aussi artistiques. Et entre-temps, j'ai évidemment perdu ma question. Non, voilà, il y a quelque chose qui apparaît régulièrement dans Dada, c'est aussi que la frontière entre art, enfin beaux-arts et arts appliqués ou arts et métiers, elle n'est pas nette dans l'histoire. Ah non, et nous, on a complètement séparé les choses. Il y a plein de périodes où les deux deviennent de plus en plus poreuses, et puis il y a surtout des moments où il y a des artistes qui revendiquent l'abolition de cette frontière-là. Tout ce qui se passe au début du siècle, au moment de l'art nouveau, de l'art déco, très belle expo à Paris en ce moment, la Cité de l'Architecture sur l'art déco, mouvement à la fois européen et américain, c'est justement la volonté d'abolir ces frontières-là, et qu'on veut mettre du beau partout dans la vie. Donc ça passe par l'architecture, ça va passer par le design, l'objet du quotidien, qui d'un coup, on y associe des vertus esthétiques et pas simplement utilitaires. Voilà, ça c'est vraiment cette dichotomie-là, elle est très classique, mais elle a été amenée à être secouée. Et là, de ce point de vue, la muséographie est quand même très en avance sur l'éducation qui ne demande pas des masses. Le numérique, qu'est-ce que ça a changé depuis 92 pour une revue comme Dada ? Alors pour nous, en tant que revue, rien. On n'a pas aujourd'hui de version numérique. On estime que quand on veut parler d'art, il faut qu'on puisse reproduire les œuvres avec une qualité qu'on maîtrise. Et quand on fait une version numérique, en fonction de l'écran, l'éclairage de l'écran, c'est pas le même. Chacun a un écran différent. Donc voilà, c'est pour nous hyper important d'avoir des très très belles reproductions. Pour autant, il y a des choses formidables qui sont faites numériquement en matière d'art. Déjà, les collections des musées qui sont numérisées et de plus en plus donnent un accès au savoir et aux œuvres pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui est formidable. Donc ne serait-ce que pour ça, on peut avoir accès aujourd'hui à beaucoup plus de choses. Et puis quand on sait que dans un musée, il y a parfois que 1 ou 2% des œuvres qui sont réellement exposées, parce que toutes les autres tout est dans les réserves, ouais, c'est ça. On va avoir accès à tout ce fonds auquel seuls les conservateurs du musée ont d'habitude accès. Donc c'est des portes d'entrée extrêmement intéressantes qu'on n'aurait pas dans un livre de manière plus compliquée.
La baseline, pour parler en français, le sous-titre de Dada, c'est la première revue d'art, ce qui est extrêmement polysémique là encore. Donc ça peut être la première de ma vie d'enfant. Mais quel âge ont vos lecteurs, j'allais dire, en vrai? Parce que je comprends que c'est accessible des 6-7 ans, ouais. Mais ça peut l'être jusqu'à... Il n'y a pas de limite d'âge supérieur. En fait, voilà, j'ai pas de réponse à vous donner. On n'est pas comme dans les carcans traditionnels de la presse pour enfants, où on a la revue pour les 5-7 ans, puis pour les 7-9, etc. Voilà. C'est absolument pas ce qu'on cherche à faire chez Dada. On cherche à faire de l'initiation grand public. Et quel est le point commun entre un enfant de 10 ans, un ado, quelqu'un qui fait des études supérieures ou un adulte? C'est de pouvoir avoir une introduction extrêmement limpide, où il n'y a pas de prérequis et où il n'y a pas besoin d'avoir une encyclopédie à côté pour comprendre ce qu'on est en train de raconter. Pour autant, on n'utilise pas une écriture infantilisante, on ne joue pas avec les codes de la presse infantile non plus, on est juste extrêmement... Ni en termes de maquette d'ailleurs. Hein, ceci dit, certains éditeurs, Célie qui sera là tout à l'heure pourra nous le confirmer, pratiquent texte-image sans plus voilà. On cherche à donner une belle place à l'image. De fanfreluche que ça, mais... On en parlait en introduction, on estime que tout doit passer d'abord par le rapport aux œuvres. Pour que ça passe, il faut déjà que l'œuvre ait à peu près la moitié de la place, sinon on ne voit rien. Et derrière, on va avoir ce ton extrêmement clair pour qu'il soit réellement accessible et que ça fonctionne avec tous les âges. De nos abonnés, c'est que généralement ils abonnent au départ un enfant dans la famille de 10-12 ans. Le grand frère ou la grande sœur qui est en études supérieures va jeter un œil à Dada aussi pour documenter ou s'en servir. Et en fait, les parents eux-mêmes pour se rafraîchir la mémoire ou découvrir des artistes qui ne connaissaient pas, la lisent aussi. Donc elle passe vraiment entre toutes les mains. C'est vrai que c'est une jolie revue. On peut tout à fait la laisser sur la table basse et elle circule auprès de toute la famille. Voilà. Une revue malicieuse et créative. C'était en 1995. Le Monde saluait alors l'originalité et la qualité de Dada qui venait de naître. Elle avait à peine 3 ans. Ces qualités qui ne se sont pas démenties puisque Dada fête cette année ses 30 ans. On continue à en parler avec son rédacteur en chef Antoine Ullmann après la récré. Emma Guessel. Emma, dans cette heure de la récré, vous avez choisi de nous parler d'un livre. Et oui, un livre qui est sorti il y a une semaine qui s'appelle Cher moi, lettre à l'ado que j'étais, lettre à l'adulte que je serai, aux éditions du Seuil. Tout est dans le titre et je crois que oui, ça va vous faire plaisir, Emmanuel, puisque le livre est en partenariat avec le Labo des Histoires, une association qui propose des ateliers d'écriture pour les jeunes en France et dont vous avez été président. Absolument. Eh oui. Votre choix me plaît énormément. Je tiens à dire que je n'y suis absolument pour rien. Ça m'aurait même gêné. Cher moi, coédition donc Labo des Histoires, édition du Seuil, et des textes qui sont écrits par 2 types d'auteurs. Tout à fait. Alors il y a pas mal de lettres d'autrices et d'auteurs différents. Patrick Chamoiseau, Sarah Chiche, Maria Pourchet, Valentine Gobi, qui écrivent donc à l'ado qu'ils étaient, mais également des ados qui écrivent donc à l'adulte qui seront et qui font partie de cette association justement, le Labo des Histoires. Mais une des personnalités les plus connues qui a accepté de participer à ce recueil, c'est la chanteuse Pomme. Les ados, notamment, écoutent beaucoup ses chansons. Elle signe sa lettre par son nom, Claire Pommet. Et c'est une magnifique lettre qu'elle écrit à la Claire ado, celle qui n'avait pas confiance en elle, qui souffrait d'anorexie. Je vous en lis un extrait. Si je pouvais, je voudrais un tout petit instant, pour serrer dans mes bras ton corps minuscule et brisé de l'année 2014-2015, parce que tu t'en rends pas compte, toi, mais tu es complètement brisé et tu fais croire que tu peux affronter ça seul, tu comprends même pas ce qui cloche, tu veux toujours croire que tu n'as besoin de personne. Bon, ça, malheureusement, ça n'a pas trop changé. C'est très émouvant, ce texte, effectivement, de Pomme. Et c'est aussi ce livre l'occasion de parler de sa vie amoureuse. Ben oui, je la cite. Je suis tombée amoureuse peu de temps après le lycée, 2 ans après, d'une fille. Oui, voilà, peut-être que ça te choque, mais en fait, c'était la chose la plus naturelle qui me soit arrivée, la plus belle et douce, la plus merveilleuse. Tu as le droit d'aimer les filles, tu as le droit, et c'est normal. Ça t'aurait évité pas mal de douleurs dans la poitrine, de chagrin, de tristesse, et j'en passe. C'est joli, non ? Très, très, très et joli. Je termine avec ces mots. Oui, et je termine avec ces mots. Au final, j'ai tellement aimé les années que j'ai vécues dans ton corps que je ne changerai rien, à part peut-être un petit câlin de temps en temps et un secret sur la suite qui pourrait t'aider à te regarder avec plus de douceur. Dans tous les cas, je crois que je suis celle que tu voulais devenir, peut-être même un peu mieux. Et puis, c'est pas fini. J'ai trouvé ça extrêmement touchant et beau et on devrait tous pouvoir être un peu plus doux et compréhensifs avec soi-même. Donc, je vous conseille ce recueil de textes. Cher moi, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup et bravo à toutes les laborantines et à tous les laborantins du Labo des Histoires et au Labo pour avoir monté cette très belle opération. Emma, merci beaucoup. Merci. Antoine Ullmann, Grand Oral. Antoine, rédacteur en chef de la revue Dada, invité du Grand Oral à l'occasion des 30 ans de la revue. Alors, revue que vous avez rejoint tout jeune, puisque vous y entrez, vous faites un master management des organisations culturelles à Sciences Po, et vous faites un stage à Dada.
C'est comme ça que je découvre la revue, que je ne connaissais pas enfant. J'aurais pu, parce que j'avais à peu près l'âge à l'époque où elle a été créée. Je la découvre et c'est le coup de cœur. Je rencontre Christian Nobial, avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Le stage se passe bien et je leur dis que j'aime bien écrire et ils décident de me garder comme pigiste derrière. Donc un pigiste, pour ceux qui ne connaissent pas la presse, c'est un collaborateur régulier, mais extérieur. Vous n'êtes pas en CDI, vous n'êtes pas sous contrat. Et là, cette revue qui appartenait à un très grand groupe d'édition, Média Participation, je crois, à l'époque, qui était un peu un ovni, je dirais, au sein de cette maison très particulière, envisage de peut-être s'en séparer. Moi, j'avais déjà des projets de création de maisons d'édition à l'époque, et je vais les voir, on discute. Ça a mis longtemps, mais ça finit par se faire, et donc Dada devient indépendant fin 2008. Donc vous avez repris, quasi-stagiaire, j'exagère un peu, vous ne l'étiez plus, mais vous avez fait un projet de reprise de votre employeur. Voilà, c'est ça. Avec Christian qui travaille déjà, on s'est retrouvés tous les deux du jour au lendemain quasiment, mais avec des graphistes qui collaboraient déjà à la revue, qui ont continué, tout un collectif d'auteurs aussi qui nous a suivis, qui s'est enrichi depuis. Et l'aventure continue de manière indépendante depuis. C'est un peu l'inverse de ce qui se passe dans l'édition où on a tendance à avoir une concentration plus grande. Là, on a fait l'inverse. Il faut dire, vous organisez, vous nous avez dit 400 ateliers par an. J'imagine que tout ça est financé aussi. Enfin, c'est ça. C'est partie des ressources de ce qui est de au la départ société. Une revue a pu se développer avec un pôle d'ateliers qui n'existait pas. Il y avait des ateliers dans la revue, mais ils n'existaient pas de manière concrète et on l'a fait depuis, avec la publication de livres sur l'art aussi. Avec des éditions... Et puis il y a les éditions Tichina, mais c'est peut-être pas lié à Dada. Il y a eu deux projets d'entreprise autour. Et une galerie. Une galerie et les éditions Tichina qui fait des romans illustrés. Et la galerie Robillard. Vous-même, votre rencontre avec l'art, elle doit beaucoup à vos parents, je crois. Beaucoup. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce qu'ils vous traînaient dans les musées ou est-ce que vous-même, vous étiez en demande de musée? Je ne peux pas dire que j'étais en demande, mais ça me déplaisait pas. Mais je ne veux pas faire l'enfant modèle qui dirait je préfère qu'on aille au musée plutôt qu'à la plage cet après-midi. Pour autant, eux le faisaient parce que c'était leur passion. C'est ça. Beaucoup en Italie d'ailleurs. Il y a une grosse passion pour l'Italie dans ma famille. Donc à toutes les vacances, ils vous disaient allez hop. On part et la question Italie, Italie, de toute façon, il y a église, musée, église. Donc voilà. Les restaurants évidemment. Mais, beaucoup de grands tableaux sont dans les églises en effet. Donc voilà, même pour une famille très athée que nous étions, on allait dans les églises beaucoup pour voir les œuvres. Voilà. Bien sûr. La rencontre s'est faite comme ça, sans qu'eux se posent la question de savoir si pour mon frère et moi ça nous intéressait plus que ça, mais de fait, à force, il y a des choses qui... C'est rentré et vous avez été pris par cette passion. Vous avez un conseil à donner aux parents ou aux enseignants d'ailleurs qui doivent emmener des enfants peut-être un peu moins bienveillants que vous dans les musées? Les laisser regarder, voir vers quoi leur regard s'attire. Ne surtout pas, quand on rentre dans une salle, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, leur faire la queue leu devant chaque tableau de la salle, mais voir lequel les attire et puis passer 2, 3, 4 minutes avec eux devant ce tableau, mettre des mots sur ce qu'ils voient. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer vraiment. Et pas juste une visite en disant c'est bon, j'ai fait le Louvre, au sens où passer devant tous les tableaux, ça n'a aucun sens. Par contre, passer une demi-heure au Louvre, regarder 3 tableaux, là, ça a du sens et il peut se passer quelque chose. Ouais. Je crois que c'est vraiment un message fondamental. Hein. On peut aller au musée pendant une demi-heure pour voir 3 tableaux avec un enfant. L'important, c'est de sortir heureux et d'avoir eu cette rencontre avec les œuvres. Ça, c'est vraiment un message important à passer. Pour les enfants. Donc, en plus, il y a vraiment, en termes de politique culturelle, des choses qui rendent ces musées très accessibles. Il ne faut vraiment pas s'en priver. Est-ce que le fait d'avoir une revue qui s'affiche quand même comme une revue pour les enfants, ce n'est pas une façon aussi très déculpabilisante d'inviter les parents à se cultiver ? Je ne l'aurais pas dit, mais de fait, mais oui. C'est ce qu'on observe en fait. Quand on voit ces parents qui abonnent leurs enfants et puis qui en fait lisent aussi Dada, nous on se dit c'est parfait, c'est le pari accompli, tout le monde s'y retrouve. Le dernier numéro de Dada, le 267, le dernier en date, le dernier comme celui qui vient de sortir, en écho à l'exposition Les Choses que vous pouvez voir actuellement au musée du Louvre. Et sauf erreur, vous montrez plein d'œuvres qui ne sont pas d'ailleurs dans l'expo, enfin plein, en tout cas un certain nombre, ce qui rend votre numéro très complémentaire et très passionnant par rapport à l'exposition aussi, c'est moi qui le dis. Ouais, merci. Ouais, voilà. Non, mais souvent on rebondit sur des sujets exposition parce que ça permet aux gens d'aller voir en vrai, mais on s'y limite pas et on l'aborde à notre manière. Antoine, vous restez avec nous parce qu'on est vendredi, c'est jour de librairie et je vais vous présenter Célie. Avec plaisir. Je fais des rimes, c'est formidable. Avec Emma, ça va. Allez, Emma au lit. Super. On va se coucher. Vous êtes fatigué. Bon week-end. Merci. C'est vendredi, c'est librairie, c'est Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Célie Luton, notre chroniqueuse et libraire, avec ses formidables conseils de lecture. Vous vous êtes laissé complètement inspiré par la présence d'Antoine et par ses 30 ans de la revue Dada. Exactement. Donc on va ressentir l'art avec 3 petits coups de cœur. On commence avec Nickel. Nickel, le Teckel. Exactement. Juliette Lagrange, chez Albin Michel. C'est magnifique. Vraiment, des aquarelles superbes.
comme tout ce qu'elle fait. Mais là, Nickel, il est dans une famille de sportifs. Il court pas aussi haut que ses grands frères, il ne court pas aussi vite, on se moque un petit peu de lui. Mais Nickel, c'est pas grave. Il a une passion. Lui, il aime créer, il aime peindre. Il est là quand même. Oui, il le dit. Il arrive. Je Je suis vous pas tout à prie fait de mûr ne pour la point météo, moi. ricaner. Il est là. Il n'a pas un physique flamboyant. Non. On ne ricane pas. Mais c'est pas grave. Sa passion, c'est l'art. Et toutes les nuits, il se faufile en cachette et il va peindre avec un artiste, une perruche, un cochon et une souris. Et il est... je ne dis pas là. En tout cas, des c'est illustrations très touchant. absolument époustouflantes. Oui. Et ça se termine plutôt bien quand même. Tout se termine toujours bien. Oui, avec vous, ça se termine toujours bien. Jeu de piste à volubilis Oui, alors, de Max Ducos, c'est Sarbacane, ça vous connaissez? Oui, oui, un grand classique et plein de clins d'œil, je crois. exactement, oui, il me oui, semble. c'est un bijou. Hein. Là, c'est avec Nickel, c'était la peinture. Ici, c'est l'architecture. Alors, je ne le savais pas, mais c'est le projet de fin d'études de Max Ducos. Et il y a mis un petit peu de nostalgie puisque son papa est architecte et il l'emmenait D'ailleurs, il voir... dédie à mes parents. Exactement. Et il l'emmenait voir plein de maisons quand il était petit. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche des maisons quand on est petit, peut-être. Mais il y a toute une symbolique et le livre devient un livre-jeu puisque notre petite fille n'arrive pas à apprendre ses devoirs et elle va chercher le trésor caché dans sa maison. Et c'est sublime. Sublime. Voilà. Livre-jeu, absolument. Et vous disiez plein d'allusions. Oui, parce qu'on a des allusions donc, un peu au Corbusier. Caldermiro, enfin... Il y a des riche. designers, je crois aussi, on Oui. en parlait tout à l'heure, C'est sur ça. des chaises. J'ose imaginer qu'il y a au moins une allusion à Tati, vu le type d'architecture qu'on voit. Exact. Oui, et puis il y a des points de ligne quand même qui sont respectés. Portée disparue. Alors, Brigitte Giraud, voilà. Ben oui, évidemment là. prix Goncourt pour Oui, son dernier ouvrage, exactement. paru chez Flammarion, qui est Voilà, un très beau sur le livre, deuil. Vivre vite. Exactement. Et là, il s'agit de Portée disparue, Oui. qui est sorti en Cette année. septembre, cette année également. Exactement. Donc après la peinture, Oui, c'est à l'architecture, l'école des loisirs. la littérature. Et ici, l'architecture dans ce qu'elle a de, enfin la littérature, littérature. dans ce qu'elle a de plus essentiel et nécessaire, l'histoire de Livio, un jeune collégien qui fait un devoir en histoire et va parler d'un médecin allemand qui est le premier à avoir, en 1933, protégé les droits des homosexuels, les droits des femmes. Et Livio va essayer de se livrer lui-même, donc à travers les mots de Brigitte Giraud et son exposé à lui. Il veut faire comprendre quelque chose à la classe. Exactement. Classe qui ne réagit pas exactement comme on pourrait l'espérer. Violemment. Il se heurte justement à des esprits assez enfermés et lui, justement, il va se libérer. C'est en si peu de mots, si peu de pages, un roman qui est bouleversant et avec la littérature nécessaire. Ah oui, parce que je me suis même tombée dans La femme indépendante, Simone de Beauvoir, et je trouvais que cette citation est fort à propos. La littérature apparaît lorsque quelque chose dans la vie se dérègle. Encore dans La force de l'âge, elle dit la première condition, c'est que la réalité cesse d'aller de soi, alors seulement on est capable de la voir et de la donner à voir, la littérature. Merci beaucoup. Avec On aura eu plaisir. tous les arts, l'architecture, Et la la littérature, la creativité. peinture. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite, Antoine. Merci. Dada, une revue absolument formidable. On peut s'abonner, hein. On peut s'abonner, On n'est tout pas à obligé de fait. Vous les l'acheter, trouvez au numéro en librairie, pas en kiosque. On est une revue de librairie. Et on peut vous trouver aussi, vous vendez des vieux numéros, hein, je crois. Et tous Faut les regarder anciens sur numéros Internet. sont Enfin, tous encore ceux qui sont encore disponibles, voilà, en tout cas. En fait, ils ne sont pas périssables et on peut lire le numéro sur Calder, par exemple, 5 ans après. Tout ce qu'on y dit est toujours valable. C'est génial. Céline, Ça, c'est merci. bon à savoir. Ça, c'est bon à savoir. Oui. Merci beaucoup pour cette très, très Avec belle sélection. Jeu de piste à volubilis, c'est Sarbacane, Max Ducos, Tickel le Neckel. Nickel le Teckel. Non, mais bien le garçon. Nickel le Teckel de Juliette Lagrange, c'est chez Albin Michel Jeunesse et Portée disparue de la formidable Brigitte Giraud, illustrée par Laurie Lecou. C'est chez à l'école des loisirs. Et on vous recommande aussi Vivre vite, le livre pour lequel elle a eu le Goncourt. Merci donc à tous les deux. Merci aussi à Colline Hamel pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui en régie était aujourd'hui assistée par Roxane Sarfati. Merci à Saïd Mamou pour le son, à Angèle Jean-Girard pour la réalisation. Merci à vous de nous suivre. Vous restez sur School TV et vous retrouvez l'émission en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.